Ma fille se tenait devant l'autel, radieuse dans sa robe blanche, prête à dire oui à l'homme qu'elle aimait. 200 invités retenaient leur souffle. Et moi, assise au premier rang, j'attendais le moment où tout allait basculer. Mais ce qui s'est passé, je ne l'avais pas prévu. Émilie a glissé sa main dans son bouquet et en a sorti un petit papier plié. Elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de larmes, et me l'a tendu. 3 mots qui ont tout changé. Maman, aide-moi. Je m'appelle Martine, j'ai 62 ans, et je vis seule depuis 3 ans dans notre propriété familiale en Dordogne. 85 hectares de terre, de bois et de prairies que mon mari Bernard et moi avions achetés il y a 30 ans, quand ce n'était encore que des terrains agricoles sans grande valeur. Bernard est parti trop vite. Un cancer foudroyant qui l'a emporté en quelques mois. Après 40 ans de mariage, je me suis retrouvée seule dans cette grande maison, entourée de souvenirs. Ma fille Émilie venait me voir chaque week-end. Elle travaillait comme responsable communication à Bordeaux et s'inquiétait de me savoir isolée. Quand elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un lors d'un événement professionnel, j'étais heureuse pour elle. Son histoire précédente s'était mal terminée et elle méritait de trouver le bonheur. J'ai rencontré Sébastien pour la première fois à la Toussaint, il y a 6 mois. 34 ans, élégant, conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux. Il disait toutes les bonnes choses, complimentait ma cuisine, posait des questions sur notre vie à la campagne. Il semblait parfait, peut-être trop parfait. Dès sa 2e visite, Sébastien s'est mis à poser des questions sur la propriété. Il se tenait devant la fenêtre de la cuisine, son café à la main, et regardait vers la lisière des bois. Où s'arrêtent exactement vos terres, Martine ? La première fois, je n'y ai pas prêté attention. La 2e fois, j'ai pensé qu'il était simplement curieux. À la 5e fois, quelque chose s'est noué dans mon ventre. J'ai passé 40 ans comme ingénieur agronome avant de prendre ma retraite. J'ai appris à observer les schémas, à repérer ce qui cloche. Et le comportement de Sébastien commençait à former un schéma très clair. Quand j'en ai parlé à Émilie, elle a ri. « Maman, tu sais comment sont les gens de la ville ? Ils s'intéressent à la campagne, c'est tout. Les fiançailles sont arrivées vite. » 4 mois de relation, puis Sébastien a fait sa demande dans un restaurant chic de Bordeaux. Émilie m'a appelée, folle de joie. J'ai dit tout ce qu'une mère doit dire. Félicitations. Je suis heureuse pour toi. Il a l'air formidable. Mais je continuais à penser à ces questions sur les limites de la propriété. Le mariage était prévu pour fin septembre, ici même, dans notre domaine. Émilie voulait se marier là où son père avait été heureux. Elle avait déjà engagé un traiteur et envoyé 200 invitations. Sébastien participait à tous les préparatifs avec enthousiasme. Un samedi de juillet, il m'a suggéré d'agrandir l'espace de la cérémonie en coupant quelques arbres le long de la limite ouest. « Ces arbres marquent la frontière de notre terrain », ai-je répondu. « Oui, mais jusqu'où vont exactement vos terres ?» Ce soir-là, après leur départ, j'ai pris une décision. J'allais enquêter sur Sébastien Morel, discrètement, sans rien dire à Émilie. Si je me trompais, personne n'en saurait rien. Mais si j'avais raison, je devais protéger ma fille. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Françoise Dumont, notre notaire à Périgueux. Je la connaissais depuis 20 ans et je savais que je pouvais lui faire confiance. J'ai besoin que vous fassiez des recherches sur quelqu'un. Sébastien Morel, conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux. Françoise a soupiré. Martine, c'est le fiancé d'Émilie, n'est-ce pas? Juste une précaution. Si je me trompe, tant mieux. En attendant les résultats, j'ai réfléchi à ma situation. Bernard et moi avions acheté cette propriété en 1994 pour l'équivalent d'environ 120 000 € actuels, une somme importante à l'époque. Nous avions économisé pendant des années. Aujourd'hui, avec l'expansion de Bordeaux et l'intérêt des investisseurs pour le Périgord, notre domaine valait environ 3 500 000 €. Mais ce n'était pas tout. Pendant ma carrière, j'avais déposé plusieurs brevets dans le domaine de l'agronomie industrielle. Rien de spectaculaire, mais les royalties coulaient régulièrement depuis 25 ans. Entre cela et des investissements prudents,
Mon patrimoine total atteignait 6 millions d'euros. Émilie n'en savait rien. Elle savait que nous possédions la propriété et que je vivais confortablement, mais elle ignorait l'étendue réelle de nos finances. J'avais choisi de vivre modestement. Ma vieille Peugeot, mes vêtements achetés au marché, mes habitudes simples. Après avoir vu la famille de Bernard se déchirer pour des questions d'héritage, j'avais compris que l'argent pouvait empoisonner les relations. Mieux valait être la voisine tranquille que personne ne soupçonne. 3 jours plus tard, Françoise m'a rappelé. « Martine, il faut qu'on se voie. » Pas au téléphone. Je me suis rendue à son étude. Elle a fermé la porte et m'a tendu un dossier. Sébastien Morel est exactement qui il prétend être. Conseiller agréé, employé d'un cabinet réputé, casier judiciaire vierge. Mais j'ai fait creuser plus profond. Elle a sorti un autre document. Sébastien a été fiancé 2 fois auparavant. Les 2 fois avec des femmes issues de familles fortunées. Les 2 fois, les fiançailles ont été rompues peu après qu'il ait eu accès aux informations financières familiales. Mon sang s'est glacé. Les noms, s'il vous plaît. Aurélie Blanchard, fille d'un promoteur immobilier lyonnais. Fiançailles de 5 mois, rompues 2 semaines après que Sébastien ait assisté à une réunion familiale sur la succession. Charlotte Lefebvre, fille d'un industriel toulousain. Fiançailles de 4 mois, terminées juste après que son père ait modifié son testament. Françoise a poursuivi. Ces familles n'ont pas porté plainte. Elles préfèrent régler leurs problèmes discrètement. Mais j'ai passé quelques appels. Le père d'Aurélie m'a confié officieusement que Sébastien posait des questions très précises sur les transferts de propriété et les structures successorales. Il soupçonnait une arnaque, mais n'a jamais pu le prouver. J'ai senti la nausée monter. Et Émilie dans tout ça? Émilie n'a pas de patrimoine personnel significatif. Son salaire est correct, mais rien qui intéresserait un escroc. Cependant, si Sébastien pense qu'elle héritera de cette propriété sans connaître sa vraie valeur, il mise peut-être sur l'avenir. J'avais besoin de preuves solides. Si je parlais à Émilie maintenant, elle penserait que j'étais une mère possessive qui cherchait à contrôler sa vie. Je devais être certaine. « Je connais quelqu'un », a dit Françoise. « Une détective privée, très discrète. Engagez-la. » La détective s'appelait Nathalie. En 1 semaine, elle avait reconstitué l'emploi du temps de Sébastien, ses habitudes, ses contacts. Elle m'a appelé un mardi soir d'août. « Madame Martine, vous devez entendre ceci. » Elle avait réussi à placer un micro dans la voiture de Sébastien lors d'un passage au garage. J'ai écouté l'enregistrement seul dans mon bureau. La voix de Sébastien résonnait clairement. « Oui, je suis encore au domaine. Je joue le gendre parfait. Cette vieille femme n'a aucune idée de ce qui se passe. » Une autre voix, masculine. « Tu es sûr de la valeur ?» Sébastien a répondu. « Julien, j'ai vérifié les registres cadastraux 3 fois. 85 hectares achetés en 94 pour presque rien. Avec le développement qui arrive dans la région, on parle d'au moins 3 millions. Probablement plus si on s'y prend bien. » Julien a demandé quel était le plan. Sébastien a expliqué. « J'épouse Émilie en septembre. Je passe la première année à être le mari parfait, le gendre dévoué. Je gagne la confiance de la vieille. Je lui fais signer une procuration sous prétexte de l'aider. Elle vit seule. Qui sait ce qui pourrait arriver? Une chute, un accident, un début de démence. Avant qu'on s'en rende compte, elle est en maison de retraite. Je gère ses affaires et Émilie hérite de tout. On divorce avant qu'elle comprenne ce qui s'est passé et je récupère ma part dans le règlement. » Julien a ri. « Tu es un sacré salaud. » Sébastien a répondu froidement. « Je suis un homme d'affaires pragmatique. Aurélie, c'était une perte de temps. Son père a compris trop vite. Charlotte, c'était mieux, mais son père avait tout mis dans une fiducie. Celle-là, c'est parfait. Une femme de la campagne sans aucune sophistication pour protéger ses biens. C'est comme si elle demandait à se faire avoir. » J'ai éteint l'enregistrement. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Mais la rage ne servirait pas Émilie. Je devais être intelligente. J'ai rappelé Françoise et Nathalie pour une réunion d'urgence. J'ai les preuves maintenant. Il me faut une stratégie. Ce week-end-là, Sébastien est venu aider aux préparatifs du mariage. Il s'est assis sur la terrasse avec moi, l'air sincèrement préoccupé. « Martine, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'aborder ce sujet, mais Émilie et moi parlons de notre avenir.
planification financière, toutes ces choses d'adultes responsables. Je me demandais si vous aviez pensé à organiser votre succession. Vous savez, avec une propriété comme celle-ci, vous devriez envisager une donation-partage. Plus avantageux fiscalement. Je pourrais vous aider, sans frais. Je vais faire partie de la famille, après tout. J'ai gardé mon visage neutre malgré mon dégoût. Vous avez raison. Pourquoi ne pas en discuter la semaine prochaine? Ses yeux ont brillé de satisfaction. Parfait. Je vous apporterai des documents. On va vraiment optimiser votre situation. Après son départ, j'ai souri. Le piège se refermait, mais ce n'était pas moi qui allais être prise. La semaine suivante, j'ai organisé une réunion avec Françoise et Nathalie. Nous avons écouté l'enregistrement ensemble 2 fois. C'est une conspiration criminelle, a déclaré Françoise. Nous pourrions aller voir les gendarmes et dire à Émilie que son fiancé est un escroc 3 semaines avant le mariage avec 200 invités qui arrivent. Elle ne me pardonnera jamais si je n'ai pas des preuves irréfutables. Elle pensera que j'essaie de contrôler sa vie. J'ai exposé mon plan. Je veux qu'il s'incrimine lui-même devant témoins. Au mariage. Au mariage? Nathalie a haussé un sourcil. Vous voulez l'exposer pendant la cérémonie? Je veux qu'Émilie entende la vérité. Je veux qu'elle comprenne quel genre d'homme elle allait épouser. Et je veux 200 témoins pour qu'ils ne puissent pas manipuler la situation après coup. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à tout préparer. Nathalie a installé des caméras discrètes autour de la propriété. Françoise a préparé des documents légaux pour protéger Émilie et moi, quoi qu'il arrive. J'ai contacté 2 amis gendarmes que je connaissais depuis des années et je les ai invités au mariage en civil. Sébastien est revenu avec sa mallette pleine de formulaires. Alors Martine, j'ai préparé des documents qui vont vraiment simplifier les choses. Cette procuration me permettra de vous aider à gérer vos affaires si vous en avez besoin un jour. Et celui-ci établit une donation-partage avec Émilie comme bénéficiaire, mais avec moi comme gestionnaire pour m'assurer que tout est bien administré. J'ai fait semblant d'étudier les papiers. Et cela aide pour les impôts? Absolument. Vous pourriez économiser des dizaines de milliers d'euros. J'ai hoché la tête lentement. Vous savez, Sébastien, j'y réfléchis depuis quelque temps. Vous avez raison que cette propriété devient difficile à gérer seule. Peut-être qu'il est temps de faire des changements. Il a souri, convaincu d'avoir gagné. Je suis content que vous soyez raisonnable. J'ai signé les documents devant lui, mais Françoise avait préparé des copies sans valeur juridique que j'avais substituées aux originaux. Il est reparti convaincu d'avoir gagné. La semaine du mariage est arrivée. L'ami de Sébastien, Julien, est venu de Lyon. Il devait être son témoin. Je l'ai observé au dîner de répétition, riant avec Sébastien, sûr de lui. Sébastien a porté un toast. À Martine, qui m'a accueilli dans sa famille, et à Émilie, qui fait de moi l'homme le plus chanceux du monde. Demain sera parfait. J'ai levé mon verre et j'ai souri. J'ai remarqué qu'Émilie semblait distraite ce soir-là, mais je n'ai rien dit. Le lendemain, tout serait révélé. Le jour du mariage était magnifique. Un soleil de septembre, les feuilles des chênes qui commençaient à dorer, les collines du Périgord se découpant sous un ciel sans nuages. Bernard aurait adoré cette journée. Les invités remplissèrent les chaises installées sur la pelouse. L'arche qu'Émilie avait choisie se dressait, décorée de roses et de lavande. J'ai accompagné ma fille dans l'allée improvisée, son bras passé dans le mien, le collier de perles de sa grand-mère autour de son cou. Elle était si belle et si pâle. « Je t'aime, maman », a-t-elle murmuré. « Je t'aime aussi, ma chérie. Toujours. » Je me suis assise au premier rang. La cérémonie a commencé. L'officiant a prononcé son discours sur l'amour et l'engagement. Sébastien se tenait devant l'autel, impeccable dans son costume, souriant. Puis est venu le moment des vœux. Juste au moment où Sébastien allait dire « oui », la main d'Émilie s'est glissée vers son bouquet. Elle en a sorti un petit papier plié et me l'a tendu. Ses yeux étaient pleins de larmes. J'ai ouvert le papier. 3 mots dans son écriture. « Maman, aide-moi ». Tout s'est arrêté. J'ai regardé ma fille. Elle fixait Sébastien, le visage livide, terrifié. Je me suis levée. « Arrêtez, arrêtez la cérémonie ». La foule a murmuré. Sébastien s'est retourné. « Martine, qu'est-ce que... » « Émilie, ai-je dit calmement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a pris une respiration tremblante. Les mots sont sortis d'un coup. Je l'ai entendu.
Hier soir, je suis allée à son hôtel pour lui faire une surprise, et je l'ai entendu parler avec Julien. Il parlait de comment il allait s'assurer que tu aies un accident après notre mariage. Il disait qu'une fois qu'il aurait la procuration, ce serait facile. Il disait que j'étais stupide et que je ne comprendrais rien avant qu'il ait déjà tout pris. La foule a explosé. Des cris, des gens qui se levaient. Le visage de Sébastien est devenu écarlate. « Émilie, tu es ridicule. Tu as mal compris. C'est le stress du mariage. » Mais mes 2 amis gendarmes étaient déjà debout. En quelques secondes, ils avaient les bras de Sébastien derrière son dos. « Sébastien Morel, vous êtes interpellé. Veuillez nous suivre pour audition concernant des soupçons d'escroquerie. » Julien a essayé de s'enfuir. Il n'a pas dépassé l'allée. Nathalie l'attendait près des voitures et l'a intercepté sans difficulté. L'heure qui a suivi a été chaotique. Les gendarmes prenaient des dépositions. Sébastien hurlait qu'il allait porter plainte pour diffamation. Émilie sanglotait dans mes bras. Françoise est apparue avec les enregistrements et tous les documents que nous avions rassemblés. Finalement, la police a emmené Sébastien et Julien. Les invités sont partis peu à peu, certains compatissants, d'autres avides de ragots. Le traiteur a emballé le dîner que personne n'avait touché. Le soleil descendait vers les collines quand Émilie et moi nous sommes assises sur le banc du jardin que j'avais fait installer en mémoire de Bernard. Nous portions encore nos tenues de cérémonie, mais le mariage était terminé avant même d'avoir commencé. « Pardon, maman, » a dit Émilie doucement. « J'aurais dû te le dire plus tôt. Je sais depuis 2 jours. J'ai entendu leur conversation et j'ai été paralysée. Je ne voulais pas que ce soit vrai. Je me disais que j'avais peut-être mal compris. Alors j'ai continué les préparatifs comme si de rien n'était. Et tu m'as donné ce mot à la dernière seconde. Pourquoi, Émilie ? » Elle a essuyé ses yeux. « Parce que j'avais peur. Et si je me trompais ? Et si je gâchais mon propre mariage pour un malentendu ? Mais debout devant l'autel, prête à dire oui, j'ai compris que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un en qui je n'avais plus confiance. Alors j'ai écrit le mot et j'ai prié pour que tu comprennes. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. J'ai compris. Je comprends depuis des mois. Tu savais ? Je soupçonnais. Je l'ai fait surveiller. J'ai des enregistrements de lui et Julien qui planifient toute cette affaire. J'allais l'exposer aujourd'hui, même si tu ne m'avais pas donné ce mot. Émilie m'a regardée, stupéfaite. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que j'étais une mère possessive qui n'approuvait pas ton choix. Tu avais besoin de découvrir la vérité par toi-même, de tirer tes propres conclusions. J'étais là pour te soutenir quand tu le ferais. Elle a appuyé sa tête contre mon épaule. Je me sens tellement stupide. Tu n'es pas stupide. Sébastien est un escroc professionnel. Il a trompé d'autres femmes et d'autres familles avant toi. Tu n'es pas la première et probablement pas la dernière. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis Émilie a demandé « Maman, tu es vraiment riche ?» Sébastien n'arrêtait pas de dire que tu l'étais. J'ai toujours cru qu'on était confortables, mais normaux. J'ai souri. Ton père et moi avons acheté cette propriété pour 120 000 € en 1994. Elle vaut maintenant environ 3,5 millions. J'ai aussi des brevets industriels qui me rapportent des royalties depuis 25 ans. Avec mes investissements, mon patrimoine total est d'environ 6 millions d'euros. Émilie en est restée bouche bée. 6 millions ? Et tu conduis cette vieille Peugeot et tu t'habilles au marché ? L'argent ne m'impressionne pas, Émilie. Ton père et moi avons grandi modestement. Nous savions ce que l'argent pouvait faire aux familles, comment il pouvait empoisonner les relations. On a décidé de vivre simplement, de profiter de ce qu'on avait sans en faire une identité. Je voulais que tu grandisses normalement, pas comme une héritière qui se croit supérieure aux autres. Et ton héritage est déjà dans une donation-partage avec une clause qui empêche tout conjoint d'y toucher sans ton accord explicite. J'ai fait ça il y a des années. 3 mois plus tard, Sébastien et Julien ont été poursuivis pour escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse. Sébastien a accepté un accord. 5 ans de sursis avec mise à l'épreuve et interdiction définitive d'exercer dans le secteur financier. Émilie est revenue vivre au domaine pendant quelque temps. Elle a suivi une thérapie, s'est reconstruite peu à peu. Un soir, assise dans le jardin de Bernard, elle m'a dit « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. »
Le soleil disparaissait derrière les collines, peignant le ciel d'orange et de violet. Le jardin de Bernard fleurissait, sauvage et beau, exactement comme il l'aurait voulu. L'argent ne peut pas acheter ces moments, mais il peut acheter la sécurité pour en profiter sans crainte. C'est la vraie valeur de la richesse. Pas ce qu'elle affiche, mais ce qu'elle protège. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. Guys. Go crazy, go stupid. Guys, I have a rave next week. I'm so excited. I gotta figure out what to wear. I'm from Australia, Melbourne. I'm Aussie. Aussie. Wear clothes. Can I come? Yes. Come down, have a rave. I have these new little like swim short little pink moment that I really want to wear. But I don't have much that'll match it, so I really got to cook up a storm. Never been to a rave. I've been to a few now, but I'm very curious about this one because the lineup's insanely weird. Go dress as a nun, be different. It's crazy because I'm literally a nun IRL too. Chastity belt is on. Strapped. The nuns would welcome me with open arms. It's actually insane. The girls in the gear. I love seeing what the women wear at raves. Especially the ones that go all out and wear like the fun outfits. I love it. It's so fun. And people are always like, oh my god, why? It's just a rave. Why are you dressing up? Because some girls like whimsy and fun, okay? Just say you hate fun. Oh, you meant on the gear. Okay, that too. Yeah, everyone there. Lollipop in mouth. Sunny's on. She looks like she didn't enjoy gloving. That's the thing where they go like this. I've never seen anyone actually do that at a rave. I think that's probably like an American thing. Drinks and... I'm actually pretty sober when I go to raves. Shockingly enough. I was gonna do... I mean, allegedly, hypothetically... I'm just gonna do MD, but... I'm not... Ooh, I think almost everyone, yeah, is not sober. So, I think I'm more the anomaly. Call me Ryosuke? Ryosuke. That's... Oh, that's a cute name. Ryuk. I'm reading it Ryuk like Death Note. It's not that. Guys, speaking of anime... I tried watching Sword Art Online the other night. And it's not as good as I remember, like, at all. You can't go to a rave unless you're cooked off your face. I think that's just everyone's... I have such a fun time when I'm sober. I feel like I'm always high energy. So like, I feel like it's... I get it if like you're not a high energy person and need like lots of energy drinks to pump, but like, I feel like I'm always so good. That was actually a crazy segue to start talking about anime after reading that guy's name. I just realized. I'm sorry. That was like so unnecessary. Oh my god. Can't imagine you being even more hyped. Like, I mean, before I go to one, I'll usually have like a shot or two like on the way there, but I mean, the drinks in there are really expensive.
I'm very curious at the rave though that I'm going to because the lineup is so weird. Like, it's some big names, but like, normally with raves, they're all relatively within the same genre. This one has Zed, The Chainsmokers, DJ Snake, Darren Styles. Like, already those four are four completely different artists. I just think that's so weird. Zed the Valorant guy, yeah. Yeah. You go with your squad? I'm going with my siblings. Me and my sisters, we do everything. We go there together and then we disassociate in the crowd. It's great. I hope Zed plays Clarity. That would be so good. But I'm really just confused. Oh my god, holy shit. Imuant? Vortex, thank you for the follow. I can't pronounce that, I'm sorry. Yeah, but I'm very curious. I'm you. Yeah, but you sat. How does the X? How do I pronounce the X? Can't believe I'm listening to the Epic Sax song right now. Cindy on the gear. Oh my god, Cindy. Most valid name change. You're so funny, dude. I love you. Oh my god, guys, it's a 3-day weekend. Guys, it's a 3-day fucking weekend. Oh my god, I can cry. Thank god. Easter Friday, 4-day. No, I don't have Monday off. I work Monday. I could have got it off because I'm part-time, but I requested it too late, so now I'm working it. But I get part-time pay, so... I mean, sorry, public holiday rates. I have work in an hour, but do you get a long weekend at least, Cindy? We've been holiday all... Wait, almost all week? Really? I'm liking the sisters looking like twins. Wait, what are we talking about? The sisters looking like twins? What do you mean? Oh, me and Bella? No, I work in retail. What's a break? Wait, I work in retail. You don't get Friday off? For Good Friday? Is that not crazy? Catholic privileges, yeah. Not in the UK. Oh, man. Get out of there, girl. The UK does not sound worth it. Packing my suitcase and moving in with my Aussie sisters. Yeah, you really should. You really should. I genuinely think everyone would like be so much happier if they moved to Melbourne, where I'm from. It's like the most... Look, it's got... Every place has got its flaws. I'm sure there's like a lot of like... Because I'm like, why? Like, I'm not going to experience half the problems. I'm sure there's a lot of like small things that are problematic, but I think compared to the rest of the world and the rest of Australia, I think Melbourne's great.
I would not say Australia is heaven on earth. I'd say my state is. The rest of the state is very, like, right-wing. The rest of the country, sorry. Okay, team. We're locking in. Are we excited? Who's excited? Melbourne trash though. Only good thing is you and Bella, but Adelaide go to... Said literally nobody ever. That is like